Yabra, c'est une superficie de plus de 1600 hectares. Un bassin risicole pour lutter contre l'exode rural, pour l'insertion des jeunes dans le tissu économique et social et offrir aux paysans de meilleurs revenus grâce à leur production. Ça marchait. Les moissonneuses, batteuses étaient là. Chacun produisait. Tout un chacun. Il y a des gens même qui faisaient 30 tonnes, 35 tonnes. Une seule personne. Une déchéance due à l'incapacité des producteurs à gérer cet immense trésor. Ce coin a été donné à un opérateur. Il est venu nous dire que vraiment il va nous aider à mieux produire. Un coup, disant que nous n'aurons jamais un art que lui il a payé le coin. On dit mais monsieur, il ne faut pas nous tromper comme ça. Voici notre révolte. La terre là, on ne l'a pas vendue. Et à l'époque, au Fouet Boyen, bon, c'est lui qui nous commande. Donc il est venu, il a pris ça comme ça. Il y avait du champ de cacao. Puis il a ravagé tout aujourd'hui pour faire du riz. Les conséquences ne se font pas alors attendre. C'est notre station de pompage. Voilà. Ça a été démoli. Il a enlevé les 2 moteurs que nous avions nous-mêmes demandé aux Canadiens. Après avoir fini de les enlever, il a dit quoi? S'il pleut, le canal aura de l'eau. Donc il faut que je ferme les canaux. Yabra, ce sont 3 campus d'environ 500 habitants, en majorité jeunes. Des jeunes qui souhaitent le dénouement heureux du litige pour se rendre productifs afin de se prendre en charge. Si ce périmètre de 600 hectares est là, qu'on n'arrive même pas à travailler, c'est que vraiment c'est un peu grave. Pour le directeur régional de l'agriculture, Yabra est une richesse incommensurable en matière de production agricole. Aujourd'hui, c'est entre guillemets un cimetière de matériel et de parcelles aménagées d'alors qui sont devenues pratiquement inutilisables. Les canaux primaires qui servaient de conduit d'eau pour irriguer tous ces parcours existent que de nom. Tout le monde souhaite la relance des activités de Yabra, à commencer par les anciens producteurs. Même si nous sommes restés 2, la jeunesse vient toujours et on les accueille. Toutes ces maisons que vous voyez là, c'est location-vente. Moi j'ai tous les papiers là. Nous avions payé. Quand on produit, on nous coupe ça. Non, moi je ne peux pas abandonner ça pour aller au village. J'ai fait déjà des enfants, je ne peux pas abandonner. Raison pour laquelle nous sommes tous là. Moi, j'aimerais que l'État même vienne vers nous pour nous dire que ouais, je vais vous aider. Là comme ça, nous on n'a rien à dire. On va accepter tout ce qui est comme procédure. En vie dans le litige foncier, les anciens producteurs doivent changer de mentalité en cultivant un bon esprit de solidarité et revenir aux premières valeurs de base de cette initiative. Le regroupement des jeunes de tous les horizons, actifs et dynamiques, aimant le milieu rural et ayant une compétence technique pour faire de Yabra le grenier de la Côte d'Ivoire. Khalil Ibrahim est un ancien usager de drogue. Aujourd'hui sorti des griffes de cette addiction qui a fait basculer sa vie, il nous explique sa rencontre avec cette substance. J'ai eu des parents séparés, je partais à l'école chez papa, je faisais passer les vacances chez maman. Et dans ce jeu de va-et-vient là, j'ai rencontré ce qui a été pour moi une difficulté. L'usage de la drogue m'a, je pourrais dire, complètement bousillé la vie, brisé mon avenir, brisé mes rêves. Je rêvais, je voulais devenir quelqu'un, d'important. J'avais plein de choses en vue. Ce rêve d'Ibrahim ne se réalisera peut-être jamais. Mais s'il est présent à cette rencontre, c'est pour interpeller les jeunes qui sont tentés par la consommation de la drogue. À ceux qui n'ont pas encore eu l'expérience avec la drogue, je vous en prie, n'y touchez pas. Nous y avons touché, nous connaissons les conséquences qui en ont découlé. La campagne Supporte Donne pas Niche, qui veut dire soutenez, ne punissez pas, vise à sensibiliser les pouvoirs publics afin de les inviter à changer de politique. Selon les initiateurs de la campagne, la loi ivoirienne en matière de lutte contre la drogue met plus l'accent sur la répression. Aujourd'hui, l'usager de drogue ne doit plus être considéré comme un criminel, un délinquant, mais plutôt comme un malade.
Il y a un malade qu'il faut prendre en charge. Pour le prendre en charge, il faut mettre en place des structures de prise en charge. On peut mieux faire parce qu'aujourd'hui, justement, si on organise ce panel avec la présence des institutions nationales, la volonté justement de prendre en charge ces usagers de drogue est réelle. Plusieurs personnalités du monde de l'art et de la culture soutiennent le projet. L'artiste Boklay a même confectionné un single pour soutenir l'initiative. Le 11 juillet 1960, aux alentours de 22h30, c'est d'une voix déterminée où perce une joie indicible que Moïse Tchombé s'exprime sur les ondes de la radio collège à Elisabethville, aujourd'hui Lumumbashi, pour déclarer officiellement l'indépendance de la riche province minière du Katanga que son parti contrôle depuis les élections législatives du mois de mai. À sa sortie, c'est une foule en liesse qui porte le chef de la Confédération des associations tribales du Katanga, Konakat, dans les rues de la capitale du nouvel État autoproclamé. Une sécession qui va constituer la première grave crise du Congo post-colonial. En quelques jours, tout va s'enchaîner. Très vite, le nouveau président katangais s'empare des pouvoirs régaliens. Une police et une monnaie sont créées avec le soutien des Européens, notamment les Belges, présents sur le territoire. Le Katanga prend tous les attributs d'un État, drapeau, devise, hymne national, alors que la nouvelle nation n'est pas reconnue internationalement. Une politique nationaliste et tribale est également mise en place par les nouvelles autorités. Tous les non-katangais, en particulier les travailleurs provenant du Kasaï, sont chassés du nouveau pays. Pour l'État congolais nouvellement indépendant, il est inconcevable de se séparer de ce poumon économique crucial pour son développement. Les deux hommes à la tête de l'État congolais font appel à l'ONU en la personne de son secrétaire général, qui va mener d'intenses négociations pour obtenir le 21 février 1961 l'intervention des cartes bleues face aux gendarmes katangais, l'armée tchombiste qui perdra finalement pied à mi-janvier 1963. Entre-temps, Joseph Kasavubu aura destitué Patrice Lumumba, qui, traqué par les Belges et les Américains, finira livré à son pire ennemi, Moïse Tchombé, puis torturé et assassiné le 17 janvier 1961 par des soldats katangais et belges sous le regard du chef de l'État katangais. En décembre 1962, lorsque les troupes congolaises, appuyées des forces de l'ONU, entrent dans Elisabethville, Tchombé s'est déjà réfugié à Kolwezi, une ville située à plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest de la capitale katangaise. Le 15 janvier 1963, il se rendra aux autorités congolaises après avoir négocié son amnistie.